l'élection présidentielle du 24 mars aux Comores, 11 candidats se sont organisés en collectif pour exiger un scrutin crédible et transparent, ceci pour éviter un hold-up électoral. Encore de nouvelles violences intercommunautaires dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Au moins 29 personnes, dont un policier, y ont été tuées d'après la police. Signature d'accord entre le Zimbabwe et le Botswana. Plusieurs domaines de coopération mutuelle sont concernés, suivant les déclarations des deux chefs d'État. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Mouhamadou Bouhari, reconduit pour un second mandat, va devoir s'attaquer à une liste de défis considérables. Il devra démontrer les 4 prochaines années que les Nigérians ont eu raison de lui renouveler leur confiance. Reportage. Le président nigérian assure que ses priorités restent les mêmes que lors de sa première élection en 2015. Revigorer l'armée, dont le moral est au plus bas après de sérieux revers sur le terrain, en fait partie. Le gouvernement devra également s'atteler à reconstruire le nord-est du pays, où des millions de foyers, d'écoles ou de bâtiments administratifs ont été détruits. Face à la commission électorale nigériane, le président réélu Mouhamadou Bouhari appelle tous les Nigérians à s'unir dans la fraternité pour un avenir brillant et épanouissant. Il présente également ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Tous les Nigérians qui veulent aller de l'avant doivent s'unir dans la fraternité pour assurer un avenir brillant et épanouissant. Je veux donc vous assurer que nous continuerons à engager toutes les parties qui ont à cœur l'intérêt supérieur des Nigérians. Une élection n'est pas une guerre et ne devrait jamais être considérée comme une affaire de agir ou mourir. Je prie alors pour que nous acceptions tous cette approche démocratique des élections, aussi controversée soit-elle. Merci alors à tous et que Dieu bénisse la République fédérale du Nigeria. Le président s'est engagé à poursuivre ses programmes et à créer des millions d'emplois grâce à des investissements dans l'innovation et les nouvelles technologies. Selon les statistiques officielles, 43,3% de la population est sans emploi ou sous-employée. Entre autres défis pour le nouveau président nigérian, la sécurité et encore de nouvelles violences intercommunautaires dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Au moins 29 personnes, dont un policier, y ont été tuées d'après la police. Plusieurs villages d'agriculteurs de l'ethnie Adara dans le district de Kadjourou ont été saccagés par des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs peuls. L'attaque a fait 29 morts, dont un policier, selon le chef de la police de l'état de Kaduna. 40 maisons ont été incendiées et beaucoup de personnes blessées. Des renforts de la police devaient être déployés dans la zone pour prévenir de nouvelles attaques et traquer les assaillants. C'est ce qu'a assuré le patron de la police. Ces violences ont probablement été perpétrées en représailles aux attaques menées le 11 février contre une dizaine de communautés Peuls. Selon le gouverneur de l'État, 130 Peuls avaient alors été tués. Un chiffre que la police avait refusé la semaine dernière de confirmer, assurant que l'enquête était encore en cours dans cette région isolée, très difficile d'accès. Le sud de l'état de Kaduna, où se trouve Kadjourou, a connu plusieurs vagues de violence entre éleveurs Peuls et agriculteurs chrétiens, notamment pour des questions d'accès à la terre et à l'eau. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle en recueillant du moins 58,27% des suffrages lors du scrutin du 24 février. L'annonce a été faite ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes dont les résultats sont susceptibles de recours. Les images. Macky Sall, 2 554 605. Soit 58,27%. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, devance l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 20,50%, le député anti-système Ousmane Sonko, 15,67%,
Le président d'université privée, Issa Sall, 4,07%, et l'ancien ministre Madi Kenyan, 1,48%. C'est ce qu'a déclaré le président de la CNRV, le magistrat Demba Kandji. La participation a été de 66,24% d'après ce dernier. L'annonce a provoqué des scènes de liesse au siège de campagne de Macky Sall. Ce dernier a fait 3 fois plus de voix que le second. C'est ce qu'on appelle une victoire sans appel, a commenté une de ses collaboratrices. Selon Kandji, la représentante d'Idrissa Seck à la CNRV ne s'est pas présentée jeudi pour la proclamation des résultats, tandis que ceux des autres candidats d'opposition ont assorti leur signature du procès-verbal d'observation écrite qui seront transmises au Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Dénonçant mercredi soir des irrégularités lors du scrutin, le PASTEF Les Patriotes, la formation d'Ousmane Sonko, révélation de la campagne électorale, avait appelé à la vigilance absolue et a refusé tout forcing à la majorité. Les 4 adversaires de Macky Sall se sont réunis au domicile d'Idrissa Seck selon des journalistes. Ils n'ont fait aucune déclaration à leur sortie, mais devraient tenir une conférence de presse conjointe. Si son élection est définitivement confirmée par le Conseil constitutionnel, Macky Sall entend poursuivre la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent lancé en 2014. Parlant toujours d'élections présidentielles, le 24 mars, ce sera donc le tour du Comore. 11 candidats se sont organisés en collectif pour exiger un scrutin crédible et transparent. L'opposition comorienne redoute un hold-up électoral du président sortant Azali Assoumani, candidat à sa propre succession. Pour les 11 candidats constitués en collectif, il faut assurer une sécurisation du vote pour avoir des élections au-dessus de tout soupçon, crédibles et transparentes. Pour ce faire, l'opposition préconise de revoir tout le processus électoral. Entre autres conditions, le collectif exige un comptage manuel dans tous les bureaux de vote en présence des représentants des candidats. Les opposants ont ainsi mis en garde le gouvernement, la Cour suprême, la commission électorale et les forces de l'ordre pour que chacun à son niveau prenne ses responsabilités. 10 jours après son lancement, la campagne électorale tarde à se faire sentir. Seuls 4 candidats ont apposé leurs affiches dans la capitale Moroni. À Moutsamoundou, la principale ville sur l'île d'Anjouan, les posters d'Azali sont régulièrement déchirés et même brûlés, et ceux des autres candidats lacérés, selon plusieurs témoignages. 13 candidats doivent participer à l'élection présidentielle anticipée du 24 mars. Signature d'accord entre le président du Zimbabwe, Mnangagwa, et son homologue du Botswana, Masisi. Plusieurs domaines de coopération mutuelle sont concernés. Le président Mnangagwa souligne notamment que les deux pays doivent renforcer leur coopération concernant les institutions qui soutiennent la démocratie. Nous devons également envisager de renforcer notre coopération en ce qui concerne le renforcement des institutions qui soutiennent la démocratie. Nous continuons de plaider en faveur de la réforme et de la démocratisation du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il serve de socle à la justice, à la paix et à la sécurité internationale pour tous les États membres. La ligne de crédit, nous l'avons portée de 500 millions à 1 milliard et les détails seront réglés plus tard. En Algérie, une dizaine de journalistes ont été interpellés ce jeudi par la police. Ils participent à un rassemblement dans le centre d'Alger contre la censure. Plus de précisions à travers cet élément. Une centaine de journalistes des médias algériens, écrits et audiovisuels, publics comme privés, étaient rassemblés en fin de matinée sur la place de la Liberté de la presse pour dénoncer les pressions subies par leur profession à la suite des restrictions de couverture du mouvement de contestation actuel en Algérie imposées par leur hiérarchie selon eux. Libérez nos collègues, ont scandé les manifestants, tandis que les journalistes interpellés tambourinaient contre les parois des fourgons de police dans lesquels ils ont été enfermés et ils ont ensuite quitté la place. Non à la censure, quatrième pouvoir, pas une presse aux ordres, ont encore clamé les manifestants aussi nombreux que les policiers qui les encerclaient. L'Algérie connaît depuis près d'une semaine un mouvement massif de contestation contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999.
Les médias audiovisuels publics algériens et les télévisions privées, propriété d'hommes d'affaires proches du pouvoir, ont durant plusieurs jours passé sous silence le mouvement de contestation. Des journalistes de la radio nationale algérienne ont affirmé que ce silence avait été imposé par leur hiérarchie. Ils en ont profité pour dénoncer l'absence de neutralité à l'antenne, le traitement exceptionnel réservé au camp du président Bouteflika et celui restrictif de l'opposition. Une journaliste de la radio qui a publiquement démissionné de ses fonctions d'encadrement pour dénoncer cet état de fait a indiqué que son émission avait ensuite été supprimée. Des pancartes hostiles à un 5e mandat étaient également brandies jeudi, ce qui a suscité un débat au sein des protestataires, certains estimant qu'en tant que journalistes, ils n'avaient pas à prendre position sur le mouvement actuel de contestation en lui-même. Un accord a été conclu entre le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye. Le dit accord porte sur l'organisation d'élections en Libye, en proie au chaos depuis 8 ans. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Les détails. Cet accord a été scellé ce mercredi à Abu Dhabi sous égide onusienne lors d'une rencontre entre les deux hommes qui n'avaient fait l'objet d'aucune annonce, a indiqué dans un tweet en arabe la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les deux parties se sont entendues sur la nécessité de mettre fin à la période de transition à travers des élections générales, mais aussi sur les moyens de préserver la stabilité de la Libye et d'unifier ses institutions, a déclaré la Manule. Elle n'a cependant donné aucun calendrier pour cette échéance. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des luttes d'influence que se livrent dans l'impunité la plus totale les nombreuses milices, mais aussi les dizaines de tribus, composantes essentielles de la société libyenne. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir dans ce riche pays pétrolier. Le gouvernement d'union nationale, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et qui est basé à Tripoli, et une autorité rivale installée dans l'Est, contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. L'annonce de cet accord intervient alors que le maréchal Haftar tente d'étendre son influence et s'est lancé en janvier à la conquête du sud du pays, une vaste région désertique marginalisée, de longue date par les autorités et qui est devenu un repère pour les djihadistes et les trafiquants en tout genre. En obtenant le ralliement de tribus locales, il s'est déjà emparé sans combat de la ville de Seba, chef-lieu de cette région, ainsi que d'Al-Sharara, un des plus importants champs pétroliers du pays, entraînant la suspension de sa production. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Bon week-end à vous. Je vous retrouve lundi.